Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 25 novembre 2022. Au sommaire cette semaine, 5 articles. Le Black Friday ne suffira pas à sortir les marchands de la morosité, à lire sur le JDN. Alimentaire, inflation à 12% et écart de prix record entre enseignes en novembre, à lire sur BFM TV. Alibaba lance Miravia, une nouvelle marketplace en Espagne, avant la France, à lire sur le JDN. Et si Camaïeu devenait une marque Made in France, c'est le pari de 2 entrepreneurs français, à lire sur bfmtv.com. Et enfin, Vestiaire Collective ne proposera plus d'articles issus de la fast fashion, à lire sur fashionunited.fr. Je vous le rappelle, sur les sites lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un petit message. Avec les Digital Doers, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Alors vous êtes intéressé? Contactez-moi. Enfin, je vous invite à écouter l'épisode 151 avec Maude Sarda, directrice de Label Emmaüs, la marketplace solidaire d'Emmaüs. Une conversation passionnante sur la consommation durable avec celle qui vient d'être élue personnalité marketing de l'année 2022 par la rédaction d'e-marketing.fr. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure. Le Black Friday ne suffira pas à sortir les marchands de la morosité, à lire sur le journaldunet.com en date du 24 novembre. Avec les bons débuts de la Black Week, le Black Friday se présente sous une note positive pour les marchands, mais l'événement commercial ne devrait pas permettre de relever les résultats annuels des e-marchands. Le Black Friday qui se tient ce 25 novembre, s'annonce un bon cru pour les marchands français. 70% des Français souhaitent participer au Black Friday, d'après une étude PwC menée sur un échantillon de 2041 personnes entre le 26 octobre et le 1er novembre 2022. C'est un point de moins que l'an dernier. Le budget moyen, lui, est en hausse de 8% sur un an à 256 €. Du côté de chez Cdiscount, les équipes se disent satisfaites des premiers résultats enregistrés depuis vendredi 18 novembre et le lancement de la Black Week qui précède le Black Friday de ce vendredi 25 novembre 2022. Sur un mois de novembre qui est très animé, nous avons vu une première vague vendredi dernier et les premiers éléments relevés sont satisfaisants, témoigne Hugo Laric, directeur commercial de Cdiscount. Le Black Friday s'annonce positif, nous l'avons travaillé encore plus en amont que d'habitude pour sécuriser les volumes à meilleur prix. Selon lui, l'intérêt des clients est le même que l'an dernier, d'après ce que nous relevons sur Google et via notre moteur de recherche. Cela nous rassure, nous atteindrons les mêmes niveaux qu'en 2021 et cela s'explique par un contexte défavorable au pouvoir d'achat. Les clients attendent ce moment pour se faire plaisir. Cela suffira-t-il à relever les marchands français? Si les services et le tourisme ont retrouvé des couleurs et soutiennent la croissance de l'e-commerce au global, les ventes de produits sont-elles en berne? Après avoir enregistré une baisse de 15% au premier semestre 2022, d'après la FEVAD, elles se stabilisent à leur niveau de 2021 en baisse de 2%. Pas de report des ventes. La plateforme de vente en ligne de Champagne, Plus de Bulles a déjà effectué son Cyber Monday le 7 novembre 2022 et enregistré une hausse de 33% de son chiffre d'affaires sur la journée par rapport à 2021 de 45% de son nombre de commandes. C'est un gros succès sur une journée avec des promotions agressives. Ces dernières font réagir les consommateurs qui cherchent des bonnes affaires, confirme Michel de Guyermé, un entrepreneur qui est aussi président de Day One, un accélérateur de start-up. Si le Black Friday est à la hauteur de l'opération Cyber Monday que nous avons menée sur Plus de Bulles, il devrait cartonner. Mais nous ne sommes pas optimistes pour Noël, la fin de l'année sera moins bonne, il n'y aura pas de report de la consommation. Derrière les ventes des jours suivants ont souffert de ce bon résultat.
Michel de Guilhermet est également partie prenante d'Alice's Garden, une plateforme de produits d'aménagement de la maison. Là aussi, les promotions devraient être importantes. L'ensemble de la profession a énormément de stock et nous nous attendons à de grosses promotions. Les entreprises auront besoin de déstocker, continue l'entrepreneur. Pour lui, les promotions vont faire pression sur les chiffres et les prix seront tirés à la baisse. La plateforme de champagne Plus de Bulles anticipe un chiffre d'affaires en recul de 2 à 6% par rapport à 2021 et de 10% en volume. L'électronique en souffrance. Si les ventes de produits stagnent à moins 2% sur un an au troisième trimestre 2022 d'après les chiffres de la FEVAD, les ventes de produits électroniques, elles, accusent un recul de 15% et se rapprochent de leur niveau de 2019, plus 3%. Pour Marc Lolivier, directeur général de la FEVAD, le secteur souffre pour deux raisons. Les consommateurs se sont déjà équipés au début de la pandémie de Covid et la catégorie subit les arbitrages de consommation. Chez Cdiscount, Hugo Laric note aussi un retrait de 15% sur les biens techniques. C'est un marché difficile pour lequel la fin d'année est un moment charnière, ajoute-t-il. En revanche, Cdiscount assiste à un rebond sur l'image et le son par rapport aux biens techniques. Il est compliqué d'identifier s'il y a un effet Coupe du Monde ou non, avertit le directeur commercial de la marketplace française. Et le Black Friday ne devrait pas réussir à relever les ventes de la catégorie des produits électroniques. Le poids de l'achat responsable, d'autant que dans ce secteur, le reconditionné prend de plus en plus de place. D'après une étude GfK publiée le 17 novembre 2022, Internet est devenu le canal de référence pour les achats d'occasion et de reconditionné. Les consommateurs réalisent jusqu'à 2/3 de leurs achats en smartphone, PC portable et tablettes sur des sites spécialisés, généralistes ou type vente privée, note Christophe Loyer, consultant GfK Consumer Intelligence. Pour 87% des personnes interrogées dans l'étude Optimum Research, le développement durable a un impact sur leur comportement d'achat pendant le Black Friday. Chez Cdiscount, l'achat responsable est désormais pris en compte. Les produits responsables et réparables représentaient 12 à 15% de notre volume d'affaires. Cette année, c'est 20% de notre offre. En propre sera consacré à des produits avec de meilleures classes énergétiques ou réparables. Back Market, de son côté, a fait le choix de ne pas proposer de réduction supplémentaire pour le Black Friday, car ces produits reconditionnés restent moins chers que le neuf tout au long de l'année. L'entreprise note un effet de levier sur la période. Nous avons vu la demande augmenter autour de cet événement sur les 2-3 dernières années. Jusqu'à maintenant, surtout des smartphones, et depuis 2020, des laptops, tablettes et casques audio sont aussi concernés, explique Marine Libaud, Senior Lead Global PR chez Back Market. Black Friday s'annonce sur une bonne note, mais la fin d'année devrait faire place à plus de morosité. Si les achats sont anticipés pendant le Black Friday, la suite sera plus complexe, confirme Michel de Guilhermet. Nous faisons face à une crise de la consommation. Les clients ne veulent pas surconsommer, conclut-il. Alimentaire, inflation à 12% et écart de prix record entre enseignes en novembre, à lire sur BFM Business en date du 24 novembre. Alors que l'inflation bat des records historiques sur les produits de grande consommation, les écarts de prix entre enseignes, les moins chers et les plus chers, grimpent à 26% contre une moyenne de 15% en temps normal. Encore au plus haut, mais jusqu'à quand? En novembre, les prix des produits de grande consommation, hygiène et alimentaire, ont continué de flamber selon le panéliste IRI. Sur un an, la hausse atteint 11,96% après 11% en octobre et 9,1% en septembre. Si le rythme de progression a ralenti par rapport au mois précédent avec 1 point de hausse contre 2 en octobre, le plateau d'inflation tant attendu n'est pas encore là. Dans l'alimentaire, la hausse a même franchi un nouveau palier, celui des 12%, avec une inflation à 12,3%. Précisément, l'alimentaire a connu en novembre sa plus forte hausse sur un an depuis des décennies. Rappelons que la hausse était de 11,45% en octobre et de 9,75% en septembre. Autre cap symbolique franchi ce mois-ci, celui des 10% de hausse pour les marques nationales. L'inflation des produits de grandes marques s'est établie à 10,16% en novembre contre 9,45% en octobre. Concernant les produits les plus touchés, ce sont toujours ceux de la production.
dont la production est gourmande en énergie qui progresse le plus. L'inflation sur les viandes surgelées n'en finit pas de progresser avec encore 32,4% de hausse en novembre. Si l'inflation touche l'ensemble des circuits de distribution, certaines enseignes sont bien plus touchées que d'autres. Selon IRI, les disparités se sont encore creusées en novembre. L'écart de prix sur les produits de marque nationale entre les deux distributeurs les moins chers et les deux les plus chers est désormais de 26%, du jamais vu. Avant la poussée inflationniste, cet écart tournait autour de 15%. Autrement dit, un même chariot de course va vous coûter 100 € dans une enseigne et 126 dans une autre. Il y a donc aujourd'hui une distribution à deux vitesses avec d'un côté les groupes cotés ou endettés de type Casino ou Carrefour qui ne peuvent plus trop se permettre d'amputer leurs marges pour freiner la hausse des prix, et de l'autre, des groupements de commerçants indépendants comme Leclerc ou Intermarché moins contraints et qui peuvent se permettre de réduire leurs marges bénéficiaires. Avec des consommateurs qui comparent de plus en plus les prix, les mois qui viennent risquent d'être difficiles pour ces groupes de distribution qui décrochent sur les prix. Alibaba lance Miravia, une nouvelle marketplace en Espagne, avant la France, à lire sur le JDN en date du 18 novembre. Le géant chinois de l'e-commerce a décidé de se positionner sur le moyen et haut de gamme en Espagne, avant de s'attaquer au marché français selon certaines sources. Alibaba passe à l'offensive hors de ses frontières. Le géant du web chinois a ouvert les portes en Espagne mi-novembre 2022 d'une toute nouvelle marketplace baptisée Miravia. C'est Dori Lopez Nieves, le CEO d'Innova Digital Export, une entreprise espagnole spécialisée dans les stratégies digitales sur les marketplaces, qui a dévoilé l'information sur son compte LinkedIn. D'après elle, cette nouvelle marketplace aurait un positionnement différent, privilégiant les catégories beauté, mode, électronique et domestique, et les produits de meilleure qualité, voire haut de gamme. La plateforme est accessible et disponible à l'URL miravia.es et via une application sur iOS. D'après le site espagnol Marketing for Commerce, la plateforme sera officiellement présentée à Madrid le 30 novembre 2022. Alibaba entend se différencier de ce que le groupe propose déjà sur le marché européen avec AliExpress. Miravia affiche des grandes marques sur ses pages et présente des différences de produits moyens et haut de gamme. Des références de produits moyens et haut de gamme. La marketplace offre la livraison pour les commandes de plus de 10 € expédiées par Miravia et 30 jours pour renvoyer gratuitement les produits. Lazada, derrière l'opération, le groupe chinois a mis l'accent sur l'e-commerce hors de ses frontières dans ses récents investissements, alors que la croissance de son marché intérieur tend à ralentir. Alibaba a enregistré 2,7 milliards € de pertes trimestrielles sur la période de juillet à septembre 2022. Le groupe a par ailleurs augmenté ses parts dans la marketplace turque Trendyol. Surtout, Alibaba vient d'investir 378,5 millions de $ dans la marketplace singapourienne Lazada, qu'il avait acheté 1 milliard de $ en 2016. Et selon e-commerce news, c'est justement Lazada qui serait derrière Miravia. En effet, l'éditeur du site se nomme Harris Operating E-Commerce Private Limited et a pour adresse le siège de Lazada à Singapour. Quand la place de marché AliExpress déjà présente en Europe se concentre sur les ventes transfrontalières, Harris vise les marchands locaux. Déjà au travail en France, une de nos sources industrielles proches d'Alibaba nous avait indiqué il y a quelques semaines que le groupe chinois avait déjà commencé à se mettre au travail en France en formant de futurs prestataires pour développer une marketplace au positionnement moyen et haut de gamme. Ce que propose Miravia. Les équipes d'Alibaba n'avaient pas souhaité commenter cette information. Finalement, Miravia a choisi l'Espagne pour faire ses débuts et ce n'est pas un hasard. Alibaba y occupe déjà une position de choix. Sur les 6 premiers mois de l'année, AliExpress est la deuxième meilleure marketplace en Espagne, derrière Amazon, avec 12,4% de part de marché, d'après les résultats de l'e-commerce européen proposés par Fox Intelligence. En France, AliExpress a une position bien moins dominante. La marketplace était tout de même le 10e site marchand le plus visité au deuxième trimestre 2022, avec 11 millions de visiteurs uniques mensuels, d'après le baromètre Fevad Médiamétrie. Aux côtés de cette marketplace B2C, Alibaba possède en Europe sa marketplace B2B Alibaba.com qui permet d'acheter des marchandises chinoises et donne la possibilité aux marchands français d'exporter en Chine.
mais aussi Tmall qui permet aux marques de luxe d'exporter leurs produits en Chine. Et si Camaïeu devenait une marque made in France, c'est le pari de deux entrepreneurs français à lire sur bfmtv.com en date du 24 novembre. La marque de prêt-à-porter féminin sera mise aux enchères en décembre. Deux entrepreneurs espèrent l'emporter pour relancer l'enseigne nordiste et faire de Camaïeu une marque 100% made in France. Camaïeu, ce n'est peut-être pas fini. La marque sera mise aux enchères le 7 décembre prochain et plusieurs candidats devraient se positionner sur la ligne de départ. Parmi eux, deux entrepreneurs français qui espèrent bien remporter les enchères pour relancer Camaïeu et en faire une marque entièrement fabriquée en France. Ce n'est pas gagné parce que nous ne serons pas seuls à enchérir, mais nous sommes motivés, veut croire Karine Renouille-Tiberghien, qui estime qu'il y aura 10 à 15 candidats pour la reprise de la marque Camaïeu. Avec son associé Arnaud Debélabre, elle est à la tête de l'entreprise Les Manufactures de Layettes et Tricots, MLT. Elle a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour faire connaître leur projet de reprise de l'enseigne nordiste de prêt-à-porter, liquidée le 28 septembre dernier après 40 ans d'existence. Les deux entrepreneurs dirigent 3 usines de textile en France, spécialisées dans le tricotage. 2 d'entre elles tricotent et assemblent l'entièreté des vêtements. La 3e tricote en France et assemble ses vêtements en France et une partie en Tunisie. Ces habits pour enfants et adultes sont essentiellement vendus en grande distribution. Nous avons prouvé qu'il était possible de faire du Made in France en grande distribution, avance Karine Renouille-Tiberghien, qui espère un soutien politique. Jusqu'à la fin des années 90, Camaïeu réalisait 80% de sa production dans un périmètre de 300 km autour de Roubaix. Face au déferlement des importations chinoises à bas coût, l'enseigne nordiste avait changé de stratégie et délocalisé sa production. Les deux entrepreneurs veulent revenir aux racines de l'enseigne en proposant du Made in France à des prix raisonnables sans bousculer ses fondamentaux. La marque resterait sur le milieu de gamme, même si les prix proposés seraient forcément un peu plus élevés que ce que proposait Camaïeu ces dernières années. Un projet industriel de 10 à 15 ans. Mais ce n'est le projet qui départagera les candidats. Aux enchères, celui qui apportera la plus grosse somme empochera la marque. Karine Renouille-Tiberghien et son associé assurent avoir réuni le montant qu'ils jugent nécessaire. La valeur de la marque est néanmoins difficile à estimer, car elle dépendra des motivations des uns et des autres, que l'on ignore, souligne-t-elle. Ils ne peuvent pas non plus se permettre de trop dépenser, car s'ils arrivent à racheter la marque, il faudra ensuite payer un nouveau site web et les premières collections. La production s'appuierait dans un premier temps sur leurs usines actuelles et sur d'autres fabricants français, mais l'objectif est de construire de nouvelles usines à terme. C'est un projet industriel sur 10 à 15 ans que nous portons, note Karine Renouille-Tiberghien. À cet horizon, il désire proposer 20 à 25 millions de pièces par an, contre 70 millions avant la liquidation. Pour être efficace, la collection se concentrerait sur les 20% des produits les plus vendus dans les ex-boutiques Camaïeu, notamment les hauts en maille, un type de fabrication que nous maîtrisons déjà. Ce dont nous aurions besoin, si le projet se concrétisait, ce serait des commandes, pas des subventions d'État, souligne la chef d'entreprise. Les boutiques seraient-elles de retour ? Camaïeu comptait 500 magasins en France au moment de sa liquidation. À court terme, les deux entrepreneurs ne compteraient pas rouvrir des magasins trop coûteux, mais ils ne ferment pas la porte à plus long terme s'ils remportent les enchères. L'histoire est à écrire, assure Karine Renouille-Tiberghien. Vestiaire Collective ne proposera plus d'articles issus de la fast fashion, à lire sur fashionunited.fr en date du 22 novembre. À quelques jours du Black Friday, plusieurs acteurs de l'habillement prennent position contre cette grande messe de la consommation. C'est le cas de la plateforme de seconde main, Vestiaire Collective, qui annonce ce mardi ne plus mettre en avant de pièces issues de la fast fashion. À compter du 22 novembre, Vestiaire Collective refusera et supprimera les articles signés des grandes marques de fast fashion. L'entreprise inscrit cette décision dans un projet plus global, celui de faire appel à une agence externe afin de créer une charte fast fashion basée sur les 3 critères suivants: qualité des produits, conditions de travail et empreinte carbone importante. Les marques qui cochent toutes les cases seront bannies du site, peut-on lire dans le communiqué. La fast fashion n'a aucune valeur à l'achat. Vestiaire Collective a communiqué à Fashion United la liste des marques dites de fast fashion qui ne seront plus vendues sur sa plateforme en ligne. Parmi elles, Shein, mais aussi Azos, Atmosphère,
Boohoo, Burton, COS, Dorothy Perkins, Fashion Nora, Karen Millen et beaucoup d'autres. L'entreprise précise qu'il s'agit d'une première liste et que le reste se fera dans un second temps avec une agence extérieure de conseil. La plateforme n'a aucune valeur, la fast fashion n'a aucune valeur à l'achat et encore moins à la revente, déclare dans un communiqué Dunia Won, directrice du développement durable chez Vestiaire Collective. Nous faisons ce pas en avant parce que nous ne voulons en aucun cas être complices d'une industrie qui a un tel impact négatif, tant environnemental que social. Le système actuel encourage la surproduction et la surconsommation de produits de mauvaise qualité et la mode génère une quantité impressionnante de déchets. À travers cette action, la société vise ainsi directement la critique couramment formulée à l'encontre de la seconde main, indiquant que le système de revente ne résout pas le problème de l'impact environnemental de la mode, puisqu'il encourage la consommation effrénée de produits issus de marques de fast fashion. L'entreprise annonce également recevoir en novembre à Paris une délégation de revendeurs, de militants et d'innovateurs de la fondation The Or, entreprise à but non lucratif qui a travaillé sur la crise des déchets produits par l'industrie de la mode. La fondation avait accueilli en octobre les équipes de l'entreprise au Ghana, pays d'Afrique de l'Ouest où se trouve la plus importante économie d'upcycling et de seconde main au monde, rapporte Vestiaire Collective. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.